C'est bien la première fois que nous nous retrouvons en 2021. Mesdames, Messieurs, bonne année à vous, année de paix, année de santé et surtout restez fidèles à ORTB Live Session qui repart cette nouvelle année avec beaucoup de promesses, j'allais dire. Bonsoir, bienvenue. Et pour cette première fin du mois de janvier, nous avons décidé d'aller danser. Alors, vous pourriez vous demander, danser avec qui et avec quoi? En fait, nous allons danser aujourd'hui avec les mots. Nous sommes allés chercher du côté de l'écriture. Et lui, il s'en est entiché. Et depuis, il ne s'en décolle pas. Le Sorbonnat, et j'ai nommé Yann Collins, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Angela et merci pour l'invitation, sincèrement. Vous êtes prêt d'attaque? J'étais timide, mais la qualité de l'accueil, ça va. Vous avez aimé? J'ai beaucoup aimé. Beaucoup. Alors, sur les réseaux sociaux, déjà, j'avais promis qu'aujourd'hui, j'allais vous déshabiller goulûment. N'est-ce pas? Et je vais le faire. Je vais m'enivrer de votre intimité. C'est bien ça que j'avais dit. Et je pourrais dire que chose promise, chose due, puisque tout à l'heure, nous allons fouiner partout dans votre vie privée. Hein? Oui. Nous irons aussi dans vos inspirations. Qu'est-ce qui vous inspire? Nous allons découvrir tout ça et nous verrons votre actualité aussi. Vous êtes prêts à tout dire? Si vous pouvez me permettre, on est au bord d'une piscine, je me sens nu. Je voudrais dire merci aux dames qui nous regardent. Je n'ai pas invité les hommes, donc tant pis s'ils sont là. Merci aux dames qui nous regardent. Et si vous me permettez, je voudrais vous dire merci sincèrement à toute l'équipe parce que c'est un privilège pour moi et c'est quelque chose de très fort, de symbolique que l'on invite quelqu'un comme moi sur une émission comme celle-ci qui en principe doit recevoir des modèles, des symboles de réussite. Vous savez, notre société aujourd'hui a redéfini les codes. Mais vous êtes un symbole de réussite. Non, justement, on est riche aujourd'hui quand on a une belle voiture, quand on a une belle maison. Vous êtes écrivain, vous êtes web activiste, vous êtes journaliste. Et ce que je voulais dire, c'est que je me considère comme quelqu'un qui n'est pas forcément un modèle de réussite, mais qui a le droit de rêver de la vie, qui vit sa vie comme quelqu'un qui a le droit d'être heureux. Et je suis heureux en dépit de tout ce que je n'ai pas comme richesse. C'est une richesse, c'est une richesse. Et je voudrais partager cela avec tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est une richesse que de savoir jouer avec les mots, s'amuser avec les mots, c'est toute une richesse. Et soyez vraiment fiers de ce que vous êtes. D'accord? Et je sens en fait que vous êtes un peu ému et vous avez peur que je vous déshabille. Mais voici la première étape. D'accord, merci. L'icebreaker. Alors, tout au départ, quand j'entendais Collins Yann, mon imaginaire me faisait voyager vers les îles européennes. J'avais cru que je me retrouverais donc devant peut-être un métis, quelqu'un, en tout cas à la peau peut-être blanche, mais je remarque que c'est un digne fils d'Afrique. Hélas pour vous. Non, c'est pas moins grave. Hein. Collins Yann est né où? Déjà, on l'a promis, ce sera une séance de révélation. Je vais faire franc jeu. En vérité, c'est Mbianda, Collins, Yann sont mes prénoms exacts. Mbianda, c'est mon nom, mais je suis souvent le championnat français. Ils disent Mbappé et ça me fait mal aux oreilles que le nom soit aussi écorché. Donc, pas peur que mon nom, qui s'écrit de la même manière, MB, soit écorché. On ne prononce pas le M devant le Mbappé. B. Donc, c'est Mbappé. Et c'est Mbianda. On ne prononce pas le M. D'ailleurs, je faisais une émission avec Eric Hector Nkpei où on s'amusait à Mbappé. Ça sonne très mal aux oreilles. Donc, pour vous répondre, c'est Mbianda Yann Collins. Je suis né au Cameroun et je vis au Bénin pour faire très court et répondre à vos questions exactement comme elles viennent. Date et lieu de naissance. Ah, voilà, donc Mbianda Yann Collins à Essos au Cameroun, 1983, donc aujourd'hui 1983. 38e année déjà, bientôt candidat aux élections. Donc, à quelles élections? Aux élections, dans tous les pays, c'est 40 ans. Dans tous les pays, ça fait 40 ans. Ah, d'accord. Donc, voilà. Alors, comment est-ce que Yann est venu au Bénin? Donc, j'ai quand même tenu à faire une petite précision au début. J'estime que ma vie est un roman.
au propre comme au figuré. Parce que je la vis comme un roman, mais un roman qui est écrit d'avance. J'ai déjà écrit le roman dans ma tête, je la vis maintenant et j'ai l'intention un jour d'écrire le roman de ma vie. Et donc, il est même en cours. C'est vrai, c'est le roman de ma vie. Je réserve l'exclusivité de fracassantes révélations à mes lecteurs. Donc, je vais vous offrir quelques bribes du roman de ma vie. Parce que je suis écrivain, je le vis dans la peau, je le sens. Et donc, voilà. Vous allez tout dire. On va essayer de tout dire. Ce n'était pas notre patte de départ. On va essayer de tout dire, mais que mes lecteurs en fait, qu'ils soient tranquilles. Il y a beaucoup de révélations à faire. Je ne connais pas des sujets tabous. Je suis le genre d'être humain qui pense qu'on doit assumer ses défauts, d'ailleurs plus que ses qualités. J'ai commis beaucoup d'erreurs dans la vie, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'aime parler de ces bêtises parce que j'estime que dans la société, il n'y a pas de personne assez crédible pour me juger moi. Chacun a ses souris dans le placard et chacun a sa vie. Et je suis d'ailleurs par exemple très étonné. Mais on n'est pas là pour vous juger. Pour le moment, je voulais savoir comment est-ce que Yann a fini par s'installer au Bénin. Quel a été le déclic? Pourquoi avez-vous choisi le Bénin? Comme tout jeune de mon âge à cette époque-là, après avoir fini, j'ai fait Ngouaikele physique-chimie. On est un peu embarrassé. Un camarade de classe qui me dit viens au Bénin, j'ai une opportunité pour toi. Yomzak Serge, il s'appelle, il est retourné au Cameroun depuis. Il avait une grande sœur qui avait une ONG ici. Il m'accueille et on fait un certain nombre de choses ensemble. D'ailleurs, ma première grosse initiative avec Serge et les autres au Bénin a été un magazine déjà. Jeune en majuscule, ça s'appelait depuis 2004. Voilà, c'est l'année enfin, j'arrive au Bénin autour de l'année 2004. Donc c'est pour les études que vous venez? Non, c'est pour une opportunité. Un ami qui me fait venir pour une opportunité dans une ONG. Que vous venez au Bénin. Alors, du Cameroun au Bénin, on sait très bien que les habitudes culinaires, elles changent. Ah. Alors, comment est-ce que Collins a pu s'adapter? Très difficilement au début parce que, bon, après, c'était d'abord les cahiers. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, excusez-moi, le riz, c'est rien sans la sauce. Et donc, ici au Bénin, quand on vous sert du riz, vous attendez la sauce et ils servent, comment on appelle ça, du jus. Oui. Et donc, jusqu'aujourd'hui, j'ai beaucoup, énormément de difficultés. Et quand je vais dans un restaurant, je demande la sauce plusieurs fois. D'ailleurs, mon plat d'igname pilé, je n'ai jamais mangé igname pilé sans demander la sauce, au moins une seule fois. Donc, déjà, il y a cet aspect qui est très différent. On consomme un peu moins de sauce au Bénin qu'au Cameroun et là, il faut vraiment du temps pour s'habituer à ce rythme alimentaire. Non, mais finalement, qu'est-ce que vous aimez au niveau de l'alimentation béninoise? J'ai déjà parlé de l'igname pilé. C'est un plat qui, moi, m'a particulièrement marqué avec la sauce d'arachide parce que ça me rappelle le Cameroun. Igname pilé avec la sauce d'arachide. J'ai fait manger ça à une jeune amie camerounaise qui est arrivée ici. Elle a craché. J'ai demandé c'était quoi. Elle dit qu'il n'y avait pas de cube dans la sauce. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié. Déjà, en fait, j'ai oublié les bouillons de cube. On ne prend plus. Ici, on ne prend plus forcément des sauces avec du cube. Donc, vous aimez la sauce béninoise, mais au niveau des boissons, est-ce que vous préférez la béninoise en bouteille ou plutôt en paille? Qu'est-ce que vous préférez? Petite parenthèse, merci déjà pour la séance de maquillage tout à l'heure. Pendant que vous me maquillez, je regardais le modèle de pagne. Il y a des jeunes Camerounaises, quand elles regardent la télé, elles regardent le journal quand des femmes présentent. Et un jour, une m'a avoué, regarde le journal pour regarder le modèle de pagne que porte la présentatrice. Ah, d'accord. Donc vous voyez, voilà, la béninoise en pagne, c'est un fantasme, pas seulement pour les hommes. Ah, c'est aussi votre passion. Donc finalement, donc c'est une béninoise que vous avez épousée ou pas? Ça devrait être une béninoise. Elle est allée aux États-Unis et c'est quand même une béninoise. C'est-à-dire, j'avais une première femme qui était béninoise. Elle est devenue américaine aujourd'hui. Et il y a celle qui est là maintenant, qui est une béninoise, qui m'a fait de jolies petites béninoises, parce que soit dit en passant, nous sommes mariés, nous avons 3 enfants, 3 filles, 8 ans, 5 ans et 2 ans. Elles vont toutes à l'école de la République naturellement, et voilà, je me sens particulièrement épanoui. Et quand on me demande justement pourquoi j'aime autant le Bénin, je regarde ma femme, je regarde les enfants qu'elle m'a donnés et je me demande s'il faut que j'apporte la réponse à la question. De toutes les façons, c'est l'Afrique, hein, c'est l'Afrique qui gagne. Moi, j'aime bien ça. L'enfance de Yann, comment elle a été?
Ouf. Qu'est-ce qui vous a, quels ont été vos repères ou qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Quels sont les souvenirs que vous avez de cette enfance que vous avez bien évidemment passée au Cameroun? Oui. Aujourd'hui, un certain nombre de personnes cherchent toujours à comprendre les raisons de mon engagement social. Parce que c'était ça mon enfance. Nous ne sommes pas les enfants de nos parents. Soit dit en passant, mon papa et ma maman ont 5 enfants, je suis le Benjamin, mais nous ne sommes pas les enfants de nos parents. Nous sommes les enfants du quartier. La vie en communauté est extrêmement plus forte que la vie en famille. Et donc, on passe le temps à vivre en communauté, on passe le temps à prendre des initiatives solidaires. Et donc, dès mon enfance, on a été habitués à vivre en petits groupes. On se lève, on décide d'aménager le quartier, de faire des travaux de réparation de rue, de faire une petite case de jeu pour le quartier. Et donc, j'ai grandi dans cet esprit de solidarité qui fait que chaque fois je regarde la société autour de moi, j'ai envie d'apporter une petite contribution. Je crois que c'est de cette enfance que je puise cette manière d'être. Je n'arrive pas à me concevoir autrement autour avec des amis, avec des personnes qui m'entourent. Donc voilà, c'était une enfance faite de jeux. Je suis un très bon footballeur. Que mon ventre ne vous trompe pas. J'ai de nombreuses personnes, quand elles regardent, je dis, faut pas y croire sur un terrain de football, tu fais pas mieux que moi. Soit disant en passant, quel est le footballeur camerounais qui vous fait beaucoup plus rêver? Ah non, j'ai dépassé l'âge de rêver. Ah, mais Samuel Eto'o-Fils reste la référence mondiale. Samuel Eto'o-Fils, c'est une évidence. Il n'y a pas deux, quoi. Il n'y a pas de débat autour. Donc, je disais que j'étais très camerounais. Moi, je garde Vivien Foué. Oui, même pour le contexte, pour un certain nombre de choses, c'est une mémoire, c'est une histoire du football africain, c'est une mémoire du football africain. Et d'ailleurs, c'est le sujet que je discute le plus avec certains amis ici. Je pense à Didier Samson, qui aime me parler de l'histoire du football camerounais. Quand je le regarde, il me parle, je souris, je lui dis, ben, pour qui se prend? Moi, je suis football dans l'âme, quoi. J'estime que j'ai une grosse culture de football, simplement d'où je viens. Parce que, prenez un exemple. Donc, une enfance ponctuée de jeux de football. De petites activités de solidarité. Voilà, Noël, dans par le exemple, quartier. je vous explique plus qu'on vient de sortir. Dès que Noël arrivait, on allait dans les villages pour couper des feuilles de paille. On construisait des maisons entre nous hommes. Des petites filles allaient voler de l'huile à la maison. Elles volaient du riz. Oh là là. Des cubes. Et on venait dans la petite maison qu'on avait construite. Elle préparait, on mangeait, on jouait à papa et maman, bon, chacun avec son habit sur lui. Et voilà comment on vivait, on développait notre enfance. Alors j'espère que les internautes sont nombreux à nous regarder, à nous suivre actuellement. Et je voudrais vous inviter à poser des questions parce que tout à l'heure, ce sera le show des internautes. Mais en attendant, parlons d'intégration. Comment ça a été votre intégration ici? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est vraiment intime. Pour dévier, je salue au passage M. Kouassi, c'est un symbole d'intégration. On ne sait plus s'il est Camerounais ou Béninois. Il est là, dans les parages, il nous écoute. Donc voilà, je voulais lui dire bonsoir, c'est un Camerounais, comme ça. Et donc, qu'est-ce qui n'a pas marché côté intégration? Non, celui qui me regarde, qui voit comment je vis, c'est que je suis quelqu'un de prétentieux. Oui, c'est ce il y a quelque chose qui n'a pas dire. marché. Je me suis par exemple toujours considéré au Bénin, depuis désormais un moment, comme un Béninois. Moi, je ne demande pas l'autorisation à quelqu'un pour parler des sujets qui ne me concernent pas. Vous voyez avec quelle aisance je parle de politique, vous voyez avec quelle aisance je m'autorise à... Ça fait partie, selon moi, de mon processus d'intégration. J'ai toujours vécu ici comme si j'étais chez moi et j'ai même parfois... Mais nous n'avons pas l'habitude de faire comme ça. Nous sommes beaucoup plus discrets. On n'aime pas aborder certains sujets. Il y a certains sujets qui sont restés tabous, comme par exemple le sexe. Vous voyez ce que vous avez écrit hier, par exemple, sur votre page Facebook. Un Béninois, un journaliste béninois n'aurait jamais fait ça par rapport à moi. Il aurait eu peur. Donc, je ne vais pas jouer votre rôle, mais j'ai beaucoup aimé la réaction. Je ne sais pas si vous pensez ce que vous avez dit. J'ai beaucoup aimé parce que c'est l'idée que je me fais de la société, une société sans sujet tabou, une société autour de laquelle on ne donne pas autant de force aux mots. Parce que je pense que justement, voilà quelque chose qui a été très difficile pour moi au Bénin. On donne tellement de force aux mots. Ma première, puisque vous avez des anecdotes, mon premier vrai accrochage, je l'ai eu avec un jeune du quartier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis je lui ai dit, en fait, il m'avait bousculé, il a dit fais doucement. Vous savez ce que ça veut dire le faire doucement? Oui, doucement. Nous, on l'entend comme une réprimande. Oui. Nous, on l'entend comme une réprimande alors qu'il est en train de s'excuser. Donc quand il dit fais doucement, je lui dis mais imbécile. Le mot imbécile, c'est une catastrophe au Bénin. Mais c'est vrai. Non, mais attends, moi j'appelle mon ami. Je ne supporterai pas J'appelle mon si ami vous me pauvre dites ça. idiot, mon meilleur ami. Espèce d'idiot, tu es où à l'heure?
petit connard, on se voit. On n'a pas forcément le même. Voilà, donc c'était les débuts et j'ai été marqué par ce rapport au mot. Ce rapport au mot, et donc j'ai compris que chaque mot, il faut le peser, on ne dit pas n'importe qui, en fait, et donc cet épisode m'a énormément marqué, au point où je suis devenu un peu, je vais dire, je suis rentré dans ma coquille, parce que vous voyez la verve avec laquelle je m'exprime, c'est tout le contraire de moi quand je suis dans l'intimité. Mes beaux-parents, par exemple, ne connaissent pas que je parle autant, parce que j'ai peur de blesser. Et donc, à la maison, je fais très, très attention aux mots qui sortent de ma bouche. Pour couper court, on va dire que votre intégration n'a pas été facile. Non, il y a eu ces quelques couacs, mais on ne peut pas, quand on me regarde vivre, penser que mon intégration n'a pas été facile. Non, ça ne peut pas le dire. Mon intégration s'est faite comme celle du poisson dans l'eau, comme celui, il arrive en terrain conquis, on vous dit faites comme chez vous, et il vous prend à la lettre, quoi, il vous prend au mot, et je me suis comporté exactement comme chez moi. D'ailleurs, je continue de me comporter comme chez moi. D'accord. Chers amis internautes, nous sommes ici au Novotel Hôtel qui nous offre ce cadre sponsorieux. Je voudrais au passage remercier le directeur général de Novotel Hôtel avant d'inviter Yann Collins à se déshabiller complètement. Tout à l'heure, ce sera vraiment le moment de vérité. Tout de suite d'ailleurs. Alors, Collins, le Sorbona, pourquoi? Simplement parce que j'ai 2 livres à mon actif actuellement. L'un s'appelle L'ivrogne de la Sorbonne. Et dans le roman, dans le recueil des textes en question, on a le personnage principal qui rêvait d'aller à la Sorbonne. Et donc, quelques lecteurs ont surnommé le Sorbona le personnage. Et après, ils m'ont attribué ce nom de mon personnage principal. Ah, d'accord. Et donc, je suis devenu le Sorbona. Donc, c'est pas vous-même qui avez pris ce pseudonyme? C'est mon livre qui me l'a... Qui vous a donné ça? Exactement. Et ça vous va bien ou pas? Oh, en tout cas, ça me fait plaisir de passer pour quelqu'un d'intelligent, quoi, de faire semblant d'être intelligent, puisque ça me donne l'intelligence. Et donc, voilà, je ne me prive pas. Non, mais je remarque que vous êtes quand même intelligent. Je bavarde à mesure beaucoup. Que je vais plus bas, je le remarque. Maintenant, c'est vous qui êtes timide. Hein. Ah. En tout cas, vous êtes bien amusé avec les mots autour de moi, mais là, je vous envoie des pics, mais je sens que c'est moi qui prends le dessus. Là. Qui nous regardent et voilà, je ne voudrais pas donner l'impression que je suis en train de vous déshabiller du regard. Alors, comment on devient finalement journaliste et blogueur, écrivain à la fois? Quel a été votre parcours autrement, quoi, scolaire et universitaire? Ok, j'ai fait... Je ne vais pas beaucoup rentrer dans les détails pour aller vite, mais vous pouvez faire des relances. J'ai fait une seule école primaire, j'ai fait un seul collège, j'ai fait une seule université. Au collège, j'ai été marqué par une expérience. Ils avaient appelé ça le club journal. On avait des clubs journaux dans chacun de nos établissements. Et en classe de 3e, je tenais le club journal de ma classe. Ils ont organisé un concours départemental et ma classe a remporté le prix du club journal. À partir de ce moment, il y a quelque chose qui est né parce qu'on avait aussi dans le lycée ce qu'on appelait le journal mural. Et chaque week-end, on écrivait des choses sur des profs. On écrivait des choses sur des rapports prof-élèves et le lundi, on venait placarder ça au journal mural. Donc ça fait que le lundi, il y avait un vrai engouement. Les gens ne voulaient pas arriver en retard parce qu'ils voulaient être les premiers à lire. Donc je crois que ça m'a poursuivi et même à l'université, j'ai continué. Donc quand je viens faire ONG ici, c'est pour entrer dans une agence de communication et j'essaye de reproduire justement avec des amis quelque chose qu'on faisait au Cameroun qui s'appelait 100% jeunes. Et nous ici, on a fait le nôtre, on l'appelait Jeunes en majuscule. On l'appelait magazine de promotion de l'excellence en milieu jeune. On voulait ressembler à 100% jeunes au Cameroun, dans lequel on a parlé de Gidibi, de Alain Capochichi, de Rekia Magdou, un certain nombre de personnes. Et donc, à force d'écrire et d'aller distribuer ce magazine dans les écoles au Bénin, au lycée Tofa 1er, collège Notre-Dame, Père au Pied et autres. Des gens trouvaient que c'était bien et voilà. C'est comme ça qu'en 2006, par exemple, il y a Saturnin Hunkwe du journal L'Autre Vision qui entend parler de moi et il me demande... On en viendra là, mais ce qui m'intéresse, c'est que tout à l'heure, vous aviez parlé de physique et de chimie. Donc, à la base, vous aviez fait des séries scientifiques. Oui, exactement. Mais, donc, est-ce que on ne vous a pas rabâché ça à l'oreille? Est-ce que ça, dans le monde du journalisme, ça a été facile pour vous? Parce que ils aiment dire qu'ils ont fait les lettres et que les scientifiques n'ont pas leur place
Je crois parmi qu'ils eux. ils sont surpris parce qu'ils sont en train de l'écouter pour la première fois. Je ne le dis pas souvent, mais on oublie que, comme dans notre système, ce sont les meilleurs élèves qu'on envoie dans les séries scientifiques. On ne demandait pas votre avis. Vous pouvez être excellent en littérature, pas à partir du moment où vous êtes le premier de votre classe en classe de troisième, on ne vous permet pas d'aller en série littéraire. Donc c'est comme ça que nous nous retrouvions à faire la seconde, etc. et autres, en étant toujours meilleurs déjà au collège, au lycée, parce qu'on faisait le journal mural, alors qu'il y avait les séries littéraires. On lisait nos copies de dissertation alors qu'il y avait... Donc voilà, D'ailleurs, la dissertation, il faut être scientifique pour bien la conduire. Ne le disons pas haute voix parce que j'ai beaucoup d'amis qui me regardent et qui peuvent penser que je fais un procès littéraire parce que je ne me suis jamais caché pour dire que dans nos romans, les romans écrits par les littéraires, il manque beaucoup de logique. Il manque beaucoup de logique. Pour une fois que je me retrouve devant un journaliste qui a fait les sciences comme moi, je ne vais pas bouder mon plaisir. C'est le moment pour moi de montrer qu'effectivement, on peut passer les séries scientifiques à la littérature. Parce que tout est une question de passion. Oui. On va à l'école pour apprendre et après dans l'avion, on fait vraiment exactement ce qu'on aime. J'ai eu le sentiment, ici au Bénin, je me plais tellement au Bénin parce que je n'ai pas le sentiment de travailler. C'est une passion. Je ne sens même pas la pression, je ne sens pas le poids de ce que je fais. Et donc voilà, je me plais tellement, je m'y plais. Après, si quelqu'un n'est pas content, j'aime bien les défis qui viennent prouver qui fait mieux le métier. Alors on partage beaucoup de choses là. Donc prochainement, je vais peut-être m'ajouter à votre femme béninoise. On est au nouveau hôtel. Ah d'accord, tout à l'heure. On continue avec les préliminaires. Entre-temps, je voudrais savoir comment vous avez finalement fait les premiers pas en journalisme au Bénin. Et donc, j'étais en train d'expliquer, le succès de Jeunes en majuscule était tel que quelqu'un a parlé de moi à un patron de presse, Saturnin Moupé, le journal L'Autre Vision, et qui m'écrit pour me dire, il était peut-être 14 heures, il m'écrit pour me donner 3 sujets à traiter. C'était des petits comptes rendus. Je vais sur le terrain, je reviens et une heure de temps après, je lui envoie les 3 sujets. Il appelle la personne qui lui avait parlé de moi pour dire, mais ce gars c'est un génie, c'est un monstre. Il avait prévu un salaire un peu timide, 40 000 pour dire la vérité. Et après, il dit, ce gars, on ne peut pas donner 40 000 francs. Il n'est pas à ce niveau. Mais j'ai commencé comme ça. Chaque année, mon salaire augmentait de 10 000 francs chaque année. J'ai fait tellement de temps avec Saturnin que j'ai fini à avoir plus de 110 000 francs en étant dans une rédaction presque insignifiante. Moi, ça a été une expérience extraordinaire. Formidable. Aujourd'hui encore, je continue de lui envoyer des piges parce que je suis devenu un grand journaliste. Maintenant, je fais des piges à plus de 25 000 francs. Saturnin continue de me les payer ou bien de me recommander ou plutôt de me solliciter pour des piges parce que j'ai fait du chemin dans la presse, j'ai eu une certaine expérience. J'ai dirigé pendant longtemps la rédaction du journal L'Autre Vision et parallèlement j'ai fait quelques expériences ici et là. D'accord. Alors je vous permets de prendre votre jus. Parce que voilà, ça va être torride tout à l'heure. Allez-y, allez-y. C'est difficile parce Chers internautes, allez-y, allez-y. Chers internautes, j'attends toujours vos questions. Le show des internautes, c'est tout à l'heure. J'espère qu'il n'y aura pas de questions. Alors, ce que je voudrais aussi savoir maintenant, c'est que, pour tout dire, c'est un de vos livres qui va finalement vous révéler. C'est l'écriture, finalement, avec la princesse du diable qui va vous révéler. Comment ça s'est fait? Ah oui, je me rappelle très bien. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à l'écriture, c'est-à-dire à écrire ce livre-là? La princesse du diable. La princesse du diable. Je pense que quand on lit La princesse du diable, on peut deviner les raisons. C'est l'histoire d'une Camerounaise qui quitte le Cameroun pour venir étudier la médecine à Cotonou. Vous voyez un peu, écrit par un Camerounais qui quitte le Cameroun pour venir faire sa vie à Cotonou. Et donc le parallèle est vite fait. Et Dieu sait qu'en médecine, elles étaient nombreuses aussi, parce que j'en ai connu. Hein? Oui, pour la petite histoire, la médecine, d'ailleurs au Bénin, après les Béninois, la plus forte communauté, ce sont les Camerounais. Oui. D'ailleurs, à un moment, c'était tel que la FSS a dit, on ne peut plus vous recevoir, on vous envoie à Parakou. Donc maintenant, comme pour dire même au CPU, au collège polytechnique et universitaire d'Abomey-Calavi à l'époque, moi j'en ai tellement connu, elles étaient mes meilleures amies. Au passage, je les salue. Donc voilà, je m'inspire de la vie d'une étudiante camerounaise qui était une voisine, qui est venue ici faire des études. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'elle est sur Facebook, peut-être qu'elle nous écoute. Je m'inspire en fait de sa vie pour produire La princesse du diable et je tiens mon manuscrit, je le balade. Il y a Tibus Adagbe avec les éditions Sinaï et Amouk Bové qui sont en train de lancer
lancé ce qu'on appelle les éditions Sinaï, collection Vanille. Je m'en vais là timidement voir Tibus. Je lui donne mon manuscrit et il me dit, bon, je te rappelle dans une semaine. Le lendemain, il m'appelle et il me signe ce qui était le plus gros chèque de ma vie à ce moment-là. Et c'est d'ailleurs avec ce chèque que j'ai acheté ma première moto à Cotonou. J'aime bien rappeler cette expérience, oui, parce que des auteurs qui réussissent à avoir des droits d'auteur, ça existe. Je pense qu'il avait été embarqué par l'histoire, il a pris l'histoire et voilà. Et il n'a pas eu tort, hein, parce que ce fut un gros succès. Comment vous avez vécu tout ce succès? Je continue de vivre tout ce succès parce que vous vous rendez compte, ça fait 10 ans aujourd'hui que La Princesse du Diable est sortie et j'ai l'impression que La Princesse du Diable a une seconde vie parce que je suis timidement en train de faire une tournée. J'étais à Côme la dernière fois, après je serai dans le Mono pour rencontrer des élèves pour parler de La Princesse du Diable, qui est un roman visionnaire, je ne devrais pas le dire parce que je suis l'auteur, mais un roman dans lequel on aborde, il y a 10 ans, des phénomènes que nous commençons à vivre aujourd'hui avec les sextapes, avec les enfants qui se filment dans leur moment d'intimité, avec tout ce que ça peut provoquer. Donc à l'époque, vous parliez déjà de ça. Exactement, c'est déjà de ça qu'il est question dans La Princesse du Diable. Une jeune fille qui est obligée d'aller à des abominations, pas simplement parce que... son petit ami lui dit, si tu ne fais pas ce que je te demande, je publie sur les réseaux sociaux une vidéo de toi et moi dans nos moments d'intimité. Et tu imagines le choc que ce serait pour tes parents de te voir. Donc, franchement, aujourd'hui, le harcèlement en ligne, c'est voilà, à partir du moment où vous tenez quelque chose de cette nature, on est prêt vous êtes prêt à tout, uniquement pour que vos parents ne vous découpent pas. Et donc, voilà, c'était assez fort comme thème il y a 10 ans et je me suis dit si on en avait suffisamment parlé parce que c'était ça l'objectif, peut-être qu'on se serait prévenu d'un certain nombre de choses qu'on vit aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre que les jeunes filles se permettent certaines images parce qu'après votre portable se gâte, vous allez le déposer chez un dépanneur, il prend, il ouvre, il rentre dans votre intimité. Il faut se protéger soi-même. Il faut se protéger. C'est pas tout qu'il est permis de et si vous mettre pas dehors. encore fait, donc, lisez La Princesse du Diable parce que voilà, c'est ça vous... Je m'y retrouverai aussi, certainement. Certainement parce que ma vie était dehors. Bon, ça c'est une parenthèse. On va y aller. Donc le succès ne vous a pas monté à la tête, comme on le dit. En tant que Camerounais en plus, on sait que vous aimez bavarder. Bon, en griffe, je ne veux pas m'attirer la foudre de ces Camerounais de la communauté camerounaise au Bénin, mais on vous connaît avec... C'est vrai que j'étais très régulier au CCF. Je me rappelle même au moment où je suis allé au CCF, je faisais mon petit malin. Il y avait deux jeunes dames qui avaient La Princesse du Diable à main. Moi, tout décontracté, déculotté. Et je dis, ben, vous faites quoi? Elles disent, elles lisent un excellent roman. Et je réponds, ben, est-ce que vous savez que je suis l'auteur? Elles me regardent, elles ont pouffé des rires, quoi. C'était la plus grosse honte de ma vie. Parce qu'elles ont dit, regarde le petit bout d'homme, est-ce que lui, il est capable d'écrire un roman de cette nature? Alors moi, je voulais faire mon malin pour m'attirer à quelques faveurs de ces jeunes filles. Mais j'ai reçu en retour une belle raclée et voilà, mon humilité en a pris un coup et désormais, je suis un peu plus humble quand je veux aborder les femmes avec mes exploits littéraires. Voilà. Il vaut mieux. Il vaut mieux. Mais après, justement, La Princesse du Diable, il y a eu l'ivrogne de Sorbonne, c'est ça, hein, c'est de la Sorbonne. Et c'est justement ça qui parle de vous même, non? C'est une autobiographie ou quoi? J'aime bien cette question parce que avec La Princesse du Diable, les gens se sont dit c'est forcément de toi que tu parles. L'histoire est tellement vraie qu'on ne peut pas imaginer que tu l'as pas vécu. Et quand j'ai réécrit l'ivrogne de la Sorbonne, que la même question est venue, je me suis dit ah ben voilà, ça veut peut-être dire que le style est assez affiné parce que l'idée quand on écrit c'est de raconter des histoires imaginaires plus vraies que réalité, des histoires qui troublent en fait la ligne de démarcation entre la fiction et la réalité. Je pense avoir réussi cet exercice dans l'ivrogne de la Sorbonne parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui lisent Prince Yann, il est fils unique. Je viens de vous dire, ma maman et mon papa ont fait 5 enfants. Je suis le dernier de ces 5. Oui, il n'y a que l'ivrogne qui le Cameroun pour venir au Bénin une fois encore. Mon lectorat, il est au Cameroun, il est au Bénin, donc il y aura chaque fois cette façon de faire. Mais je pense que tous les romans, tous nos écrits de fiction s'inspirent de la réalité. Et quand c'est bien écrit, on a l'impression que c'est vécu et c'est ce qui embarque véritablement le lecteur. Ne vous y trompez pas, de moins en moins, les lecteurs veulent de la fiction. De plus en plus, regardez sur les réseaux sociaux, c'est des témoignages qu'on veut, c'est des histoires vécues. Et donc, si votre histoire n'est pas capable d'être présentée comme un peu la histoire réalité, vécue, on passe à autre chose parce que la réalité dépasse désormais la fiction. Donc, vous voulez dire que ça, l'ivrogne de la Sorbonne, c'était vraiment vous? Je veux dire que l'ivrogne de la Sorbonne a tellement fait pleurer. Il y en a qui ont pleuré, qui m'ont appelé pour me dire j'ai pleuré. Et je ne veux pas susciter de pitié parce que le héros, lui, suscite de la pitié. Je ne veux pas susciter cette pitié. Donc, ce n'était pas moi. C'était pas vous. Juste parce que je ne veux pas de la pitié des autres, quoi. D'accord. Et à quand le prochain livre? Qu'est-ce que vous nous préparez?
Je l'ai dit, ma vie est un roman, je l'ai pensé ainsi. Il y a longtemps que j'ai écrit un roman dans ma tête et que je mène une vie qui doit ressembler à ce roman-là. Parce que comme je vous l'ai dit, une fois encore, les gens ne veulent plus de la fiction. Sauf que vous n'êtes pas encore à la gare. Non, pas du tout, mais ce sera une étape parmi d'autres. Ce sera une étape. Ce sera une étape, mais avant, il y a que j'ai fait des constats, j'ai voulu qu'il y ait un certain nombre de lecteurs. J'ai constaté, j'ai un défi, je le dis parfois, j'écris pour être lu. J'écris pour être lu et mon objectif prochain, ce serait de faire un livre qui se vend minimum 5000 exemplaires. C'est pourquoi mon travail consiste aujourd'hui plus à sensibiliser sur l'intérêt de la lecture. Quand je sentirai que j'ai un lectorat suffisamment grand pour me faire 5000 exemplaires du premier coup, rassurez-vous, j'ai des manuscrits qui dorment dans le tiroir. Donc maintenant, en attendant, qu'est-ce que vous faites? C'est le web activisme, et quel est le sujet qui vous aura plébiscité devant les scènes de la toile? Si je puis m'exprimer ainsi, je suis devant... quelqu'un qui aime bien danser avec les mots. Je ne vais pas me cacher sur les réseaux sociaux. J'aime particulièrement emmerder ce que j'appelle le féminisme 2.0. Parce que je considère que le féminisme, ça n'existe pas. Le féminisme, c'est un mode de vie. On le vit dans la réalité. On ne l'expose pas sur les réseaux sociaux. Et donc, je prends du plaisir, vraiment du plaisir, à venir taquiner des personnes qui m'apparaissent plutôt comme des gens qui ont un budget à gérer plutôt qu'un but à atteindre. Et c'est pour danser sur les mots. C'est pour danser sur les mots. Non, ça m'intéresse vraiment. Particulièrement. Le féminisme, c'est une manière d'être. Et quand j'ai fini de dire ça, j'aime aller à la conclusion. Je suis le meilleur féministe du monde et je n'aime pas les imposteurs. Des gens qui viennent troubler l'idée ou bien qui viennent pervertir l'idéal du féminisme et donne l'impression que l'idéal serait de construire un monde dans lequel les hommes vivraient à part et les femmes épanouies à part dans le monde, alors que le féminisme veut construire un monde idéal dans lequel il fait vraiment bon vivre pour la femme et par ricochet pour tous les autres membres de la société. Mais il se passe, et j'aime pas prendre des gants pour dire, il se passe un phénomène. On a l'impression que quand un combat n'a pas une ligne budgétaire, ce combat passe pour... Vous avez vu avec le VIH-Sida. Le VIH-Sida n'a pas arrêté. Il y a juste que le budget, ça ne circule plus. Et donc, oui, le budget ne circule plus. Aujourd'hui, vous voyez la montée du féminisme. Vous partez regarder Plan Bénin et au-delà. Vous vous rendez compte qu'il y a assez d'argent pour ceux qui veulent rentrer dans ce circuit-là. Et c'est devenu plus un circuit. Mais quand vous allez interroger au quotidien la vie de ces personnes, c'est des filles qui se battent chaque jour avec ses camarades pour un garçon. C'est des filles qui chaque jour à la maison frappent énormément les enfants. C'est des filles qui sont dans leur... Mais ce que j'ai pas encore compris, donc ce que vous avez écrit et qui vous a fait connaître sur l'étoile et qui vous fait dire aujourd'hui que vous êtes un web activiste, c'est justement quelque chose qui a rapport avec le féminisme, c'est ça? Non, j'ai pensé que vous me demandiez quel est le sujet qui me passionne actuellement. Je pensais que c'était ça la question. Moi, sur les réseaux sociaux, je n'ai pas le sentiment d'être connu. C'est une grosse nuance. D'ailleurs, je travaille à être plus impopulaire que populaire sur les réseaux sociaux. Je ne poursuis vraiment aucune quête de popularité. Je revendique des sujets clivants. Des sujets clivants. Je ne m'attache qu'aux sujets clivants. Je ne cherche pas des sujets qui mobilisent les réseaux sociaux. Et donc, je n'ai pas le sentiment d'être vraiment populaire sur les réseaux sociaux. J'ai le sentiment d'être plutôt provocateur. J'ai le sentiment d'être plutôt impopulaire. Et c'est quelque chose que je cultive parce que ça me offre une liberté de ton que les gens populaires n'ont pas. Que les gens qui écrivent pour récolter les gens n'ont pas. Alors, tout ce que je vous fais là, vous aimez ou pas? Je suis sans façon, vous l'avez bien compris. On va aller vers le plat le plus croustillant. Le show des internautes, c'est tout de suite. Ils ont quand même osé des questions. Ils ont osé des questions. Avec Vincent Aguet. Voilà. Et donc, vous avez beaucoup de questions. Malheureusement. Vous allez répondre ou pas? Alors, il y a Armel qui dit: j'ai vécu avec des Camerounais à la fac de médecine. Ils aiment organiser des fêtes. Collins, vous aimez fêter aussi? Ça va de soi. La vie sans la fête n'a pas de sens. D'ailleurs, je ne sais pas fêter les 1er janvier et le 25 décembre parce que chez nous, la fête, c'est le jour où tu as l'argent. Ce n'est pas le calendrier qui te détermine les jours de fête. Et comme il arrive que de temps en temps, il y a 5 000 dans les poches pour faire la fête, il n'y a pas ce week-end que je ne m'aménage un calendrier pour
m'évader avec vous des devez amis. être très alcool, hein, parce que depuis là, je vous invite quand même à prendre le jus, mais vous n'y parvenez pas. Je me suis demandé si c'était pas fait exprès. Vous aimez aussi bien la béninoise en bouteille qu'en paille. C'est ce que je remarque. Alors, il y a Ignace Sossou. Que je salue au passage. Merci beaucoup de nous suivre. Merci d'être au rendez-vous et merci pour tout. Alors, il dit, je n'arrive pas à croire qu'Ollins passe à la télé. Ce moment, c'est vraiment un événement. Effectivement, je le disais, moi-même, j'ai failli. Je doutais même. Et puis, vous étiez devant moi, finalement. Et moi encore plus parce que je ne pense pas que je mérite autant d'attention parce que oui, je suis le provocateur qui vit sa vie tranquille sans forcément vouloir attirer les lumières des caméras parce que j'aime embêter, celui qui aime embêter aime se cacher et j'aime me cacher derrière le clavier de mon Android parce que dans la réalité je suis timide. Il n'y a que votre accueil, vous l'avez constaté, m'a particulièrement mis à l'aise. Mais c'est la proie que j'ai choisie cette fois-ci. Et j'ai beaucoup aimé la séance de maquillage, vous faites très bien le maquillage, soit dit en passant. D'accord. Alors, une autre question, c'est en tant que web activiste, votre plume est au service de qui? Vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est les sujets clivants. Donc, que ce soit les femmes ou les hommes, vous êtes là, c'est ça? Dites-nous. Ok, donc il a très bien dit, ma plume est au service, s'il veut bien, des sujets tabous. Parce que j'aime qu'on aborde enfin un certain nombre de sujets, qu'on regarde certains sujets dans la face. J'aime qu'on parle de féminisme, j'aime qu'on parle de tout, en vérité. Et d'ailleurs, je vais surprendre, je vais choquer. Mes modèles à moi, c'est Éric Zemmour, qui est peut-être le personnage le plus détesté par les Africains. Voilà quelqu'un qui est une bénédiction pour la société dans laquelle il est, parce qu'il ose aborder des sujets tabous. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais j'admire le courage qu'il a à vouloir affronter ce que j'appelle... Il vous inspire énormément. Il m'inspire énormément et voilà, je me définis comme un polémiste. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup me moquer des personnes qui sont hyper célèbres sur les réseaux sociaux parce qu'une fois que vous faites une publication qui a 400 j'aime, qui a 800 j'aime, la prochaine fois, vous n'êtes plus libre. Vous avez juste le souci de faire une publication qui aura autant de j'aime. À la différence de nous autres, qui ne faisons des publications que pour avoir autant de frustrés, autant de révoltés, autant de personnes qui veulent rentrer une bourse pour vous dire tout le mal qu'elles pensent de la qualité de votre raisonnement. J'ai été surpris. Ça a été une belle surprise. Quand on parlait de viol et autres, là, j'ai eu beaucoup de dames. Mais pourquoi vous ne parlez pas de harcèlement sexuel? Parlons-en. Oui, de viol et de harcèlement, par exemple. J'ai eu beaucoup de dames qui sont rentrées in box, qui m'ont parlé et qui m'ont dit, je comprends la justesse de votre combat parce que ce qu'elles voulaient dire, c'était que quoi? Elles ont compris que je ne m'oppose pas à la lutte contre le viol, je ne m'oppose pas à la lutte contre le harcèlement. D'ailleurs, ce serait une ignominie terrible. On ne peut pas être papa de 3 filles et être contre un tel combat. Simplement, elles ont compris que j'explique, ce combat est très noble pour qu'on le laisse être perverti par un certain nombre de jeunes filles qui viennent raconter tout et n'importe quoi. Parce que une personne qui est injustement accusée de viol, c'est derrière une famille qu'on brise, parce que c'est un père de famille. Et donc, on ne peut pas, parce qu'on veut faire ce combat, briser des familles. On n'a pas le droit à l'erreur quand on mène des combats aussi délicats que le combat contre le viol et le combat contre le harcèlement. D'où mon fin mot, on ne peut pas se rendre crédible dans la lutte contre le viol quand on passe à la télé dénoncer un violeur sans le citer nommément. C'est un exemple que je prends. Parce que quand on le fait... que je cite des noms. Bon, non, je ne parle pas d'Angela. Non, je ne parle pas d'Angela. J'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied. Je parle du combat. Je suis fatiguée. J'ai pris mon pied. Et je ne parlais pas. On va atterrir, non? D'accord, d'accord. Parce que vous êtes entré dans un sujet qui me passionne. J'attends que vous atterrissez, on va partir. J'attends que vous atterrissez, on va partir. En dehors d'Angela, les gens qui m'écoutent comprennent très bien que ce sujet est très délicat pour prendre le risque de donner l'impression que n'importe qui va s'inviter. Angela, de vous à moi, faites un petit constat. Toutes les jeunes filles qui aujourd'hui ont une ONG, on raconte leur petite histoire. J'ai été violée à 12 ans, j'ai été violée à 21 ans. Je ne dis pas que c'est forcément faux, mais la récurrence avec laquelle cette histoire revient sans cesse nous fait nous dire, nous, dans notre petit coin, qui voulons vraiment nous battre pour que le viol cesse, pour que le harcèlement cesse. Est-ce qu'on ne va pas à la fin nous prendre pour des comédiens? Non, mais il faut de plus en plus de témoignages. Merci beaucoup à vous. C'est déjà fini? Oui, c'est fini. Vous Vous n'avez pas aimé? Ah non, en fait, je ne suis pas Elano et... Moi, j'ai tout pris. Je vais confesser que je suis venu ici avec beaucoup d'appréhension. D'ailleurs, j'ai perçu l'invitation comme un piège et je retourne avec un esprit galvanisé
la qualité de l'accueil, je n'ai pas de mots pour dire merci parce que j'ai eu en face de moi quelqu'un qui, dans la vraie vie, est plus ouvert au débat que l'impression qu'on peut avoir quand on la regarde à distance. Et d'ailleurs, je voulais dire ici, pour ceux qui ne savent pas, que Angela, je la connais depuis longtemps parce que ça fait plus de 10 ans que je suis dans la presse. D'accord. Quand je vais sur les reportages, je reste à distance, j'observe l'être humain que je découvre en vrai ici. Merci à vous. Et j'espère que vous autres internautes, vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai pris mon pied et j'espère que ce sera avec des lendemains aussi joyeux que ce jour. C'est ça, hein? Au parfum, au parfum enivrant, j'avais dit. Merci beaucoup. Et vous retrouverez cette émission en nouvelle diffusion sur BB24 demain à partir de 16h. Merci et à très bientôt. Quel canal BB24? Bénin Business 24. C'est quel canal? Ah, alors là, on le dira. Ciao! Ah,